On ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Ce que tu ressens, ce que tu portes, ce qui n'a pas encore été résolu, tout cela attire avec précision les rencontres que tu vis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de la résonance en action. Tu attires ce qui est en accord avec ton état intérieur, consciemment ou non. Même les relations les plus difficiles apportent des messages que l'ego ne veut pas voir, mais que l'âme a besoin d'entendre. Carl Jung croyait que les rencontres les plus importantes avaient déjà été programmées par les âmes, bien avant que les corps ne se croisent. Cela dit, que te montrent donc tes relations sur toi-même? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains liens se créent, pourquoi certains schémas se répètent, et comment les rencontres qui semblent aléatoires sont en réalité le reflet profond de ta propre psyché. Alors regarde jusqu'à la fin, car quand tu comprendras comment la loi de la résonance agit dans tes relations, tu cesseras d'appeler hasard ce qui a toujours été le langage de l'inconscient. Je crois que nous sommes tous déjà passés par une situation de ce genre. Tu vis ta vie normalement, quand soudain quelqu'un surgit. Un échange de regards dans un café, une conversation dans le métro, un message reçu par erreur, et plus rien n'est comme avant. Cela semble être une coïncidence. Mais ce ne l'est pas. Ces rencontres qui changent le cours des choses n'obéissent à aucune logique visible. Elles ne suivent aucun plan, ne dépendent d'aucun algorithme ni d'un quelconque contrôle. On a plutôt l'impression que cela était déjà prévu, que cette présence a été attirée sans intention consciente, comme s'il existait un fil invisible reliant deux expériences humaines qui jusqu'alors vivaient dans des mondes séparés. Carl Jung disait que certaines connexions se forment avant même que la vie ne leur donne un nom. Ce n'est pas de la poésie, c'est une thèse sur l'inconscient. Pour Jung, il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre derrière l'apparence des faits, une intelligence symbolique qui nous pousse vers ce que nous devons vivre, apprendre, guérir ou transformer. Rien n'arrive par hasard, parce que le hasard, dans ce contexte, n'est pas aléatoire. C'est un langage. Ce que tu appelles le destin peut en réalité être le mouvement de ton inconscient qui s'articule avec le monde extérieur. Il existe une résonance entre toi et ce que tu attires. Cette résonance n'est pas visible ni logique, mais elle est réelle. Elle se manifeste dans les histoires qui se répètent, dans les personnes qui apparaissent en tant que miroirs, dans les liens qui, même brefs, laissent des traces profondes. Quand une personne entre dans ta vie et bouleverse tout, pour le meilleur ou pour le chaos, ce n'est jamais pour rien. Parfois, elle détient la clé d'un processus bloqué depuis des années. D'autres fois, elle représente quelque chose que tu n'as pas encore reconnu en toi. Elle peut être un miroir, un déclencheur, un messager ou même un pont, mais jamais neutre, jamais insignifiante. C'est le soi, le noyau le plus profond de la psyché, qui attire ces rencontres. Il sait ce que l'ego ignore. Il agit à travers les symboles, les rêves, les synchronicités. Et souvent, il utilise l'autre comme miroir pour nous montrer ce que nous ne parvenons pas à voir seuls. En observant de plus près le parcours de ta vie, tu vas remarquer que les bonnes personnes sont toujours arrivées aux moments les plus improbables. Elles n'étaient pas toujours faciles, ni toujours douces, mais toujours justes. L'âme reconnaît avant le nom. Et quand cela se produit, le cours naturel de la vie change de direction. Ce qui t'arrive est en harmonie avec ce qui vibre à l'intérieur de toi. C'est la base de la fameuse loi de la résonance psychique. L'idée que nos expériences extérieures, en particulier les rencontres humaines, reflètent les états internes de notre psyché. Il ne s'agit pas seulement d'énergie au sens ésotérique, mais de vibrations émotionnelles, symboliques et inconscientes. Tu attires ce qui est sur la même fréquence psychique que ton champ intérieur. Cela inclut tes blessures, tes manques, tes désirs inavoués, tes traumatismes non résolus, tes parties réprimées. L'autre apparaît souvent comme un miroir émotionnel qui reflète exactement ce que tu n'as pas encore su voir ou accueillir en toi. C'est pourquoi certaines personnes te touchent profondément, et d'autres, non. Pourquoi certaines relations sont douces, et d'autres, intensément difficiles. L'autre te reflète, même si cela ne paraît pas évident. Cette vibration n'est ni visible ni mesurable de manière précise, mais elle se traduit en symboles, en schémas, en répétitions. Le langage de l'inconscient n'est pas linéaire, il est symbolique, et le monde autour de toi fonctionne comme une scène où ce langage se joue. Les situations se répètent, les profils se répètent, les noms, les regards, les sensations de déjà-vu. Tout cela peut être l'inconscient qui essaie de te dire
il reste encore quelque chose à voir ici. Le champ psychique d'une personne n'est pas neutre. Il émet des signaux, même de manière silencieuse. Et ces signaux attirent, de façon inconsciente, des personnes qui vibrent sur des fréquences similaires ou qui font émerger ce qui doit remonter à la surface. C'est pourquoi tu n'attires pas toujours ce que tu veux. Très souvent, tu attires exactement ce que tu évites. Non pas par punition, mais par cohérence vibratoire. Cette loi explique aussi pourquoi certains liens semblent inévitables. Même lorsque tu essaies de t'éloigner, quelque chose insiste. Même quand, rationnellement, cela n'a pas de sens, émotionnellement, ça en a. La connexion se fait à un niveau que l'esprit ne peut atteindre. Et c'est dans ce champ que les expériences les plus transformatrices prennent place. Rien de ce qui s'approche n'est là par hasard. Il y a un sens caché dans les relations qui te marquent. Aussi déconcertantes soient-elles, il y a de la précision dans les rencontres qui se produisent, même les plus difficiles. L'univers extérieur n'est pas séparé de toi. Il est le miroir le plus honnête de ce qui vit en toi. Certaines rencontres te complètent, d'autres te confrontent. Mais dans presque toutes, il y a une forme de rupture, comme si quelqu'un touchait exactement à cette partie que tu ne montres pas d'habitude. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une complémentarité psychique. Carl Jung a observé que l'ego par nature est limité. Il construit une identité basée sur des choix, ce que tu choisis d'être, ce que tu montres, ce que tu crois acceptable. Mais tout ce qui a été exclu, par peur, par honte ou par habitude, ne disparaît pas. Cela reste dans l'inconscient. Et c'est justement cela que tu as tendance à attirer. L'esprit cherche l'équilibre que l'ego ne reconnaît pas. Et il le fait en attirant ce qui manque. Le rationnel est fasciné par l'intuitif. Le contrôlé se retrouve face au spontané. Le pragmatique rencontre le rêveur. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'inconscient qui dit « Voilà ce que tu as laissé de côté ». Ces rencontres avec les opposés ne sont pas toujours douces. Très souvent, elles provoquent sur des frictions, des résistances, voire du rejet. Parce que l'autre manifeste quelque chose que tu n'acceptes pas en toi, mais qui, d'une certaine manière, doit être intégré. L'attirance vient du contraste, et c'est dans ce contraste que réside le potentiel de croissance. La relation avec l'opposé est une invitation à l'expansion. Tu te retrouves face à quelqu'un qui bouscule tes schémas, défie tes croyances, chamboule ta logique émotionnelle. Et au début, tu peux même penser que vous venez de mondes différents. Mais avec le temps, tu comprends. Cette différence t'ouvre à quelque chose de nouveau. Elle te pousse hors de ta zone de confort. Elle ouvre l'espace pour un toi plus entier. Ces rencontres ne sont pas des erreurs de parcours. Ce sont des rencontres d'âme. Et l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la totalité. Pour Jung, le chemin de l'individuation passe par ce mouvement. Intégrer ce qui manque, accueillir ce qui a été nié, élargir la conscience en incluant l'autre comme une partie de son propre processus. Lorsque tu attires quelqu'un de très différent, il vaut la peine de se demander « Que révèle cette personne sur moi ? De quoi ai-je besoin mais que je ne reconnais pas ? Qu'ai-je toujours admiré chez les autres sans jamais oser le développer en moi ?» L'opposé ne vient pas pour te contrarier. Il vient pour te rappeler qui tu peux encore devenir. Et bien souvent, l'amour commence quand l'âme reconnaît ce que l'ego ne sait pas encore nommer. Mais toutes les connexions intenses ne sont pas forcément vraies. Parfois, ce qui semble être une rencontre d'âme n'est que le reflet de quelque chose de non résolu en toi. Et distinguer cela est l'une des tâches les plus délicates de la connaissance de soi. Quand quelqu'un entre dans ta vie et que tu ressens une attirance presque inexplicable, il est courant de penser que c'est un signe du destin. Mais bien souvent, ce qui se passe est une projection. Tu ne vois pas la personne telle qu'elle est. Tu vois ce que ton inconscient a projeté sur elle. Un désir ancien, un manque affectif, une image idéalisée qui a pris forme dans ce visage. La projection a une énergie puissante. Elle est bruyante, impulsive, enivrante. Elle t'englobe trop vite. Tu te sens vu d'une manière magique, comme si tu avais trouvé quelqu'un qui te comprend sans que tu aies besoin de parler. Mais en réalité, tu dialogues avec une partie de toi qui a été activée, pas avec l'autre dans sa vérité. L'intuition, en revanche, a un autre rythme. Elle est silencieuse, subtile, presque timide. Quand elle est réelle, il n'y a pas d'urgence, pas d'anxiété. Il y a une reconnaissance paisible. Tu ne ressens pas le besoin de te prouver, ni de retenir l'autre. La rencontre coule de source, sans effort, sans nécessité d'idéalisation. Une bonne façon de faire la différence est de poser la bonne question. Qu'est-ce que je vois exactement chez cette personne ?
Si la réponse est chargée de fantasmes, de salut, de complétude, il s'agit probablement d'une projection. Si c'est quelque chose de plus réaliste, avec présence et ouverture, cela peut être de l'intuition. La conscience est le seul filtre possible. Et elle ne s'active que lorsque tu as le courage d'explorer tes propres vides. La personne qui t'attire montre une partie de toi. La question est de savoir si cette partie est reconnue ou simplement utilisée pour combler un manque. Beaucoup de relations commencent par une projection et ne révèlent leur véritable nature qu'ensuite. Quand le rideau tombe, cela peut provoquer frustration, douleur, colère, mais cela peut aussi apporter de la clarté. Le problème n'est pas de projeter, c'est humain. Le problème, c'est de se perdre dans le fantasme et de ne pas s'apercevoir quand il cesse d'avoir du sens. Toutes les rencontres ne sont pas durables, mais toutes peuvent être révélatrices. Certaines viennent te montrer où tu attends encore d'être sauvé. D'autres, pour te rappeler que tu es déjà entier. Et c'est à toi, avec attention et présence, de comprendre d'où vient la force de cette connexion. Tout ce qui brille n'est pas une âme sœur. Parfois, ce n'est que l'écho d'un ancien désir, demandant enfin à être entendu et libéré. Certaines personnes éveillent en toi des sentiments inconfortables, colère, jalousie, irritation, antipathie immédiate. Et même si le premier réflexe est de fuir, juger ou nier, il y a là quelque chose qui mérite d'être écouté avec plus d'attention, car ces réactions intenses ne surgissent pas de nulle part. Elles sont les signes que ton ombre a été touchée. L'ombre dans la pensée de Jung n'est pas le mal en soi, mais tout ce que tu refuses de reconnaître comme faisant partie de toi. Ce sont les traits, désirs, pulsions et émotions que tu as exclus de ton identité consciente, mais qui restent actifs, en embuscade. Et l'un des moyens les plus fréquents par lesquels l'ombre se manifeste est à travers les relations. Tu rejettes chez les autres ce que tu n'as pas accepté en toi. L'arrogant t'agace parce qu'il révèle ta propre vanité refoulée. L'instable te dérange parce qu'il active ta fragilité dissimulée. L'égoïste te provoque parce qu'il reflète ton envie de poser des limites que tu n'as jamais osé établir. Ce qui te touche en dit bien plus sur toi que sur l'autre. Cela ne signifie pas que tous les comportements extérieurs sont justifiés ou que tu dois tout tolérer. Mais cela veut dire qu'avant de réagir automatiquement, il vaut la peine de se demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant ? Qu'est-ce que je ressens exactement ?» La réponse, bien souvent, ne se trouve pas à la surface. L'ombre que tu attires peut se déguiser en critique, ou en rivalité, ou en jalousie. Et l'impulsion de s'éloigner est, presque toujours, le reflet d'un malaise face à son propre miroir. Car il est plus facile de pointer du doigt à l'extérieur que d'intégrer à l'intérieur. Jung disait « Ce que tu nies en toi-même apparaît chez les autres comme le destin ». Cette phrase peut sembler dure, mais elle est libératrice, parce qu'elle montre qu'il y a un chemin, que tu n'es pas condamné à répéter les mêmes jugements, les mêmes malaises, les mêmes frictions, qu'il est possible de regarder avec conscience ce que l'autre réveille et de transformer cette tension en connaissance de soi. Les relations les plus inconfortables peuvent être les plus éducatives, non pas parce qu'elles sont bonnes ou agréables, mais parce qu'elles révèlent des aspects de toi qui étaient enfouis. Et seul ce qui remonte à la surface peut être travaillé, guéri, réintégré. Tu n'as pas besoin d'aimer tout le monde. Mais tu dois comprendre pourquoi certaines présences te bouleversent autant. Tous les conflits ne concernent pas l'autre. Parfois, ils concernent la partie de toi qui attend encore d'être reconnue, même si elle se cache derrière une critique ou un jugement trop rapide. Tu crois que tu choisis. Tu penses que tu contrôles tes relations, que tu as tiré les leçons du passé, que tu es désormais différent. Mais sans t'en rendre compte, tu te retrouves encore au même endroit, attirant le même type de personnes, vivant la même frustration, affrontant le même vide. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Et la plupart du temps, c'est l'inconscient qui est aux commandes. L'inconscient répète ce qui n'a pas été résolu. Il cherche, avec une précision silencieuse, des situations similaires à celles qui ont laissé des marques profondes, surtout celles de l'enfance, des premières relations, des premiers manques. Et il répète non par cruauté, mais parce qu'il y a encore quelque chose là qui doit être vu, élaboré, transformé. Tu peux rationaliser, justifier, promettre que cette fois ce sera différent. Mais si le noyau de la blessure est toujours vivant, il va orienter tes choix. Il va déformer ta perception. Il va te faire croire que tu tombes amoureux, alors qu'en réalité, tu cherches seulement à guérir l'abandon ancien, le rejet laissé en suspens.
la validation jamais obtenue. C'est ainsi que tu entres dans des cycles. Tu t'impliques avec des personnes émotionnellement indisponibles. Tu t'abandonnes dans des relations qui blessent. Tu te sens invisible, même accompagné. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce qu'à un certain niveau, tu essaies de trouver une issue symbolique à ce qui n'a jamais été résolu. Répéter est la façon qu'a l'inconscient d'essayer de compléter ce qui a été interrompu. Il recrée la scène comme pour dire « peut-être que cette fois ça marchera ». Mais cela fonctionne rarement, parce que la guérison ne se produit pas en insistant à l'extérieur, mais en regardant à l'intérieur et en prenant soin de ce qui en a besoin. Ce n'est pas une faute, c'est une structure psychique, et une fois comprise, elle peut être transformée. La clé est d'observer le schéma avec une honnêteté radicale. Pourquoi est-ce que je m'implique toujours avec des personnes absentes? Pourquoi est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite? Pourquoi est-ce que je confonds intensité et amour? La conscience brise le cycle, pas de manière magique mais réelle. Elle crée un espace pour de nouveaux choix, plus en accord avec la personne que tu es devenue, et non avec ce que tu as souffert. Tu n'es pas prisonnier de tes schémas. Mais pour t'en libérer, tu dois reconnaître qu'ils ont longtemps choisi à ta place. Et ce n'est que lorsque cela devient clair qu'émerge, réellement, la possibilité d'une nouvelle histoire, avec des liens qui ne répètent pas le passé, mais qui respectent qui tu es maintenant. Il y a un livre qui pour moi se connecte parfaitement avec tout ce que nous venons d'évoquer. C'est « Le pouvoir de votre subconscient » de Joseph Murphy. Et si tu veux comprendre clairement pourquoi tu attires certains types de personnes, de schémas et d'expériences, ce livre est une lecture incontournable. Murphy explique quelque chose qui change complètement notre manière de voir la vie. L'idée que c'est le subconscient qui commande réellement nos comportements, nos choix et même les rencontres que nous faisons. Peu importe ce que tu dis vouloir consciemment. Si au fond de toi tu portes des croyances de rejet, d'abandon, de manque ou de dévalorisation, c'est cela qui va résonner. C'est cela que tu vas attirer. Il compare le subconscient à un sol fertile. Tout ce que tu y plantes, en le répétant mentalement, en le ressentant intensément, en y croyant émotionnellement, va germer dans le monde réel. Et c'est là que tout se relie à la loi de la résonance. Car cette graine intérieure vibre. Et cette vibration attire des expériences extérieures qui lui correspondent. Les relations, les retrouvailles, les répétitions. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Tout cela vient de ce qui vibre en toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que Murphy parle de reprogrammer le subconscient. Autrement dit, si tu changes ce que tu crois, si tu commences à nourrir des images mentales et des émotions plus conscientes, ton champ vibratoire change aussi, et par conséquent, ce que tu attires change également. Cette lecture m'a fait réaliser que la plupart de nos relations ne sont pas des choix rationnels. Ce sont des miroirs, des manifestations extérieures de tout ce qui doit encore être guéri, intégré ou renforcé à l'intérieur. C'est pourquoi si tu as l'impression d'être coincé dans des cycles, d'attirer toujours le même type de personnes ou de vivre des expériences répétées, le pouvoir de votre subconscient peut ouvrir une porte importante. Je ne pense pas qu'il s'agisse de développement personnel superficiel. C'est une explication profonde, accessible et pratique de la manière dont fonctionne l'esprit et de comment changer de l'intérieur commence à tout changer à l'extérieur. Alors, si tu veux aller plus loin dans ce processus de compréhension de tes rencontres et de tes répétitions, je te conseille, à un moment de ta vie, de lire ce livre. Un autre point qu'il faut comprendre, c'est que toutes les relations ne viennent pas pour compléter. Certaines viennent pour te rappeler que tu es déjà entier. Ce sont des liens qui ne reposent pas sur le manque, mais sur la présence, qui n'alimentent pas les fantasmes, ne comblent pas les vides, mais partagent simplement l'espace. Et pour cette raison même, elles ont un profond pouvoir de guérison. Les relations qui guérissent ne sont pas les plus intenses, ni les plus romantiques. Ce sont celles dans lesquelles tu te sens en sécurité pour être toi-même, sans avoir à jouer un rôle, où il y a une écoute véritable, un respect du silence, une acceptation de tes parts brisées. Dans ces relations, l'autre ne cherche pas à te réparer. Il t'accompagne pendant que tu te reconstruis. Ces connexions activent ce que Jung appelait l'archétype du guérisseur, un schéma interne qui s'éveille quand on est face à quelqu'un qui écoute sans juger, qui accueille sans vouloir transformer, qui voit la douleur sans s'en effrayer. Être avec quelqu'un comme ça, c'est comme atterrir quelque part où, enfin, tu peux respirer,
Mais même ces relations-là défient. Car la véritable guérison ne vient pas du confort mais de la présence. Parfois, l'autre va te montrer à quel point tu t'es éloigné de toi. Il va toucher les parties que tu essaies de cacher, non pour te blesser, mais pour révéler. Et c'est cette révélation, lorsqu'elle est soutenue avec tendresse, qui commence à réorganiser ce qui était fragmenté. Il est courant d'attendre que l'autre vienne combler ce qui manque. Mais dans les relations curatives, il n'y a pas de promesse de complétude. Il y a un miroir, un soutien, une vérité. Et cela, bien que plus subtil, est beaucoup plus puissant. Parce que cela te rend l'autonomie que les relations basées sur le manque ont tendance à voler. L'amour qui guérit n'est pas celui qui promet le salut. C'est celui qui te rappelle ta capacité à te reconstruire. C'est celui qui te renforce pour que tu marches avec plus de conscience, pas celui qui te porte. C'est celui qui tient ta main, mais ne t'emprisonne pas. Ces relations ne durent pas toujours toute une vie. Certaines passent comme une saison. Elles apportent de la chaleur, font fleurir des parties de toi, puis s'en vont. Mais ce qu'elles laissent est permanent, parce qu'elles montrent, concrètement, qu'il est possible de se lier en profondeur sans perdre son individualité. Elles ne viennent pas combler un vide. Elles viennent te rappeler tout ce que tu possèdes déjà et que tu avais peut-être oublié. Et à partir de ce souvenir, la guérison commence à se produire, sans bruit, sans dépendance, simplement avec de la présence. Chaque fois que tu te connectes à quelqu'un, quelque chose en toi s'éveille. Cela peut être une force endormie, une blessure oubliée, un rôle que tu ne savais même pas savoir jouer. Cela arrive parce que l'autre n'est pas seulement une personne, il est aussi un activateur d'archétypes. Dans le langage de Jung, les archétypes sont des structures universelles qui habitent l'inconscient collectif. Ce sont des schémas de comportement, des images symboliques, des émotions profondes que nous portons tous. Quand quelqu'un entre dans ta vie, il peut évoquer le héros, le soignant, le rebelle, la victime, le sage, l'enfant blessé. Et cet éveil n'est presque jamais conscient au début. Tu ressens que tu dois protéger quelqu'un ou que tu veux être sauvé par lui. Tu sens que tu as un rôle de guide ou que pour la première fois tu as un espace pour être vulnérable. Parfois, tu aimes davantage le rôle que cette personne active que la personne elle-même. Et cela explique pourquoi certains liens sont si intenses. Ils te mettent en contact avec des parties de toi qui étaient cachées. Ces archétypes ne sont pas fixes. Ils évoluent avec la relation. Une même personne peut te faire sentir puissant, puis, quelques semaines plus tard, te mettre à genoux. Cela ne veut pas dire que le lien était faux, seulement qu'il a touché différentes couches de ton être. La personne est l'étincelle, mais le feu est le tien. Il est courant de confondre cela avec l'amour. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est une rencontre entre des images internes. Tu ne te connectes pas seulement à l'autre, tu te connectes à ce qu'il éveille en toi, à ce qu'il symbolise, à ce qu'il représente émotionnellement. C'est pourquoi certaines rencontres marquent autant. Non pas parce que l'histoire a duré, mais parce qu'elles ont activé une partie de ton âme que tu ne savais pas nommer. Et une fois activée, cette partie ne se rendort plus. Elle transforme ta façon de voir, de te lier, d'exister. Ces activations font partie du chemin de l'individuation, parce que c'est à travers elles que tu découvres, peu à peu, les multiples voix qui habitent en toi. Tu n'es pas seulement ce que tu as choisi d'être, tu es aussi tout ce que tu peux encore devenir. Et l'autre, par sa présence, provoque cette naissance. Tu ne rencontres pas les gens par hasard. Tu rencontres des miroirs vivants de morceaux de toi. Et chacun d'eux t'offre la chance de devenir plus entier, plus conscient, plus vrai envers toi-même. Tout amour ne vient pas pour rester. Certains viennent pour briser. Et pourtant, ils sont sacrés. Car il existe des rencontres qui ne sont pas faites pour durer, mais pour transformer. Elles arrivent comme le feu, brûlent tout ce qui n'a plus sa place, puis repartent. Elles laissent du silence, du vide, de la nostalgie, mais elles laissent aussi de l'espace. Ces liens intenses, qui semblent arracher le sol sous tes pieds, sont souvent des manifestations du soi provoquant une rupture nécessaire. L'ego veut la permanence, il veut la sécurité. Mais l'âme veut la vérité, elle veut le mouvement. Et lorsque la stagnation s'installe, l'amour peut arriver comme un séisme, une sorte d'alchimie émotionnelle qui réorganise tout de l'intérieur. Tu crois avoir perdu quelqu'un, mais en réalité, tu as perdu une ancienne version de toi, une partie qui ne tenait plus, mais que tu ne pouvais pas encore lâcher seul. Et c'est cela, le rôle de certaines rencontres, déstabiliser pour libérer. Non pas parce que l'autre l'a voulu,
mais parce que l'énergie du lien portait cette mission. La douleur d'une rupture ne signifie pas que l'amour a été vain. Au contraire, elle peut être le signe qu'il a accompli sa mission, qu'il a fait ce pourquoi il était venu, qu'il a mis en lumière ce qui était caché, qu'il a révélé sans phare les parties fragiles, dépendantes, idéalisées, qu'il a mis à nu les illusions pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Il est difficile d'accepter que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse au sens traditionnel, mais peut-être que la fin heureuse se trouve ailleurs, dans la clarté qui est restée, dans la force qui est née, dans la conscience qui s'est élargie. Toute perte n'est pas une fin. Certaines sont des commencements déguisés. Jung voyait ce type de rupture comme faisant partie du chemin de l'individuation. L'effondrement émotionnel peut marquer le début d'un réalignement intérieur. Quand l'amour se brise, il montre ce qui n'était pas bien en place. Et ce faisant, il prépare le terrain à quelque chose de plus authentique, plus conscient, plus entier. Certaines personnes t'aiment tant que, même sans le savoir, elles acceptent le rôle de te briser, de te sortir de ta zone de confort, de t'éloigner d'un chemin qui n'était plus le tien, de t'obliger à renaître. Et, aussi douloureux que ce soit, c'est aussi une forme d'amour. Ces rencontres ne sont pas des erreurs du destin. Ce sont des ajustements profonds. Et quand tu les regardes avec maturité émotionnelle, tu peux voir, il fallait que ça casse, car c'était la seule manière de reconstruire quelque chose de plus vrai que ce qui existait avant. Certaines personnes ne viennent que pour un temps. Elles ne restent pas, ne t'accompagnent pas, ne deviennent pas partie de ton quotidien. Et pourtant, elles laissent une marque indélébile. Elles remplissent une fonction, ouvrent une porte, réveillent une partie de toi qui dormait. Et lorsqu'elles s'en vont, elles laissent un vide qui ressemble au silence, mais qui, avec le temps, devient un apprentissage. Tous les liens ne sont pas faits pour durer. Certains ne sont que de passage. Des cycles courts, intenses, précis. L'âme sait que certaines présences ne sont nécessaires que jusqu'à un certain point. Au-delà, continuer serait forcer ce qui est déjà terminé. L'ego s'accroche. L'âme comprend et lâche prise. Accepter la fin d'un cycle, ce n'est pas nier la valeur qu'il a eue. Au contraire, c'est honorer ce qui a été vécu sans qu'il ait besoin de continuer à exister. Le pardon naît de là, non pas comme excuse, mais comme libération. Quand tu pardonnes, tu relâches le fil invisible qui te rattache encore au passé. Tu n'effaces pas ce qui s'est passé, mais tu cesses de porter le poids de ce qui ne peut plus être changé. Pardonner ne veut pas dire justifier les erreurs ou ignorer les douleurs. Cela signifie choisir de ne plus nourrir ce qui te rend malade. Cela signifie accepter que l'autre a fait ce qu'il a pu avec le niveau de conscience qu'il avait. Et toi aussi. Le vrai pardon ne concerne pas l'autre. Il te concerne. Il concerne la paix que tu choisis de cultiver à l'intérieur de toi. La gratitude, ce n'est pas de la romantisation, c'est de la reconnaissance. C'est regarder en arrière et constater que malgré la douleur, quelque chose a bougé, quelque chose s'est éveillé, quelque chose en toi a mûri, même si cela s'est fait au prix de larmes et de silence. Certaines personnes t'ont enseigné par la tendresse, d'autres par l'absence. Mais toutes, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ton parcours. La vie s'organise en cycles, et chaque relation qui entre dans ta vie apporte une nouvelle leçon. Certaines t'enseignent ce qu'est l'amour, d'autres ce qu'il n'est pas. Certaines guérissent, d'autres brisent, mais toutes, sans exception, te façonnent. Et quand tu apprends à remercier même les rencontres qui ont fait mal, quelque chose change. La colère se dissout, l'attachement s'affaiblit, le cœur s'ouvre à la nouveauté. Tout n'a pas besoin de durer pour avoir de la valeur. Parfois, il suffit de reconnaître « merci d'être passé, même si tu n'es pas resté » et continuer, avec plus de légèreté, plus de clarté, plus de plénitude. Car l'âme sait, ce qui est venu au bon moment, et est reparti lorsque la leçon s'est achevée. Au fond, presque rien n'était dû au hasard. Les personnes qui sont entrées, celles qui sont restées, celles qui sont parties, toutes, d'une certaine manière, ont résonné avec quelque chose qui vibrait déjà en toi. Certaines sont arrivées avec douceur, d'autres avec tempête. Certaines t'ont élevé, d'autres t'ont démoli. Mais toutes t'ont touché d'une manière qui a changé quelque chose en toi. Tu as attiré ce que tu avais besoin de vivre, même lorsque ça faisait mal, même lorsque cela paraissait injuste, même lorsque ça n'avait pas de sens.
L'inconscient emprunte des chemins que la logique ne peut atteindre. Et c'est pour cela que, souvent, ce n'est qu'une fois la poussière retombée que la clarté surgit. La douleur devient un signe. Le chaos devient récit. L'autre devient miroir. Chaque rencontre a une fonction. Réveiller, révéler, enseigner, défier, guérir, rompre. Parfois tout cela à la fois. Et reconnaître ce mouvement est l'un des signes que quelque chose en toi a mûri. Car, quand tu cesses de voir les gens comme une chance ou un châtiment, et que tu commences à les voir comme des parties de ton processus intérieur, la narration change. Elle sort du drame et entre dans la conscience. Le chemin ne consiste pas à contrôler qui entre ou sort. Il consiste à comprendre ce que chaque présence t'a montré. Il consiste à intégrer ce qui a été activé, à lâcher ce qui ne sert plus, à accueillir ce qui est encore en construction. Car il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de transformer ce qui fait mal en sens. Tout au long du chemin, tu as trouvé de nombreux morceaux de toi-même dans le regard des autres. Tu t'es vu dans l'euphorie d'un commencement, dans l'angoisse d'une fin, dans l'intensité d'une projection, dans la sérénité d'une présence véritable. Tu as appris que tout lien ne doit pas durer, mais que tout lien peut enseigner, et que même ceux qui semblaient être des pertes étaient en réalité des passages vers une version plus entière de toi. L'inconscient s'éveille avant le contact. L'âme reconnaît avant le nom. Et tout ce qui semblait être une coïncidence était, au fond, une reconnexion avec des parties de toi qui attendèrent d'être vues, ressenties, accueillies. Tu n'as rencontré personne par hasard. Chaque personne a été un pont entre ce que tu étais et ce que tu peux encore devenir. Chaque histoire a laissé une empreinte, non comme une cicatrice, mais comme une carte. Et en regardant maintenant tout ce qui a été vécu, il est peut-être possible de dire, avec un certain soulagement silencieux, ça en valait la peine. Pas parce que ça a marché, mais parce que cela a révélé quelque chose de vrai. Car au fond, chaque rencontre a été exactement ce qu'elle devait être. Une porte ouverte vers l'intérieur de toi. Si cette vidéo a fait sens pour toi, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de rencontres, d'âme, d'inconscient, de guérison, toujours en profondeur et sans recette toute faite. Active les notifications pour continuer à explorer ce chemin avec nous. Et si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire. Rien n'était un hasard. Comme ça, je saurai que tu as ressenti ce contenu jusqu'au bout et que, d'une certaine manière, il a résonné en toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.